Bonjour à tous, la conférence va commencer donc de M. Jacques Brochet et M. Hacher. Ils vont parler donc de l'euthanasie. Je vous remercie d'être là et au nom du Salon du Livre, Finochet qui nous fait le plaisir d'être là maintenant. Eh bien, bonne conférence alors. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci aux personnes qui ont fait l'effort de se déplacer pour un sujet qui n'est évidemment pas très rigolo si je puis dire, mais qui est un sujet évidemment d'actualité. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est un petit peu pourquoi et comment on en est arrivé en 2002 à voter une loi en Belgique qui est remarquablement bien faite, qui encadre l'euthanasie. J'ai la chance, vu mon âge, d'avoir connu la médecine avant que n'existe le scanner, la résonance magnétique et tous les examens dont nous disposons à l'heure actuelle, même pas le microscope opératoire. Ce qui veut dire que quand j'étais jeune neurochirurgien et qu'on m'appelait pendant la nuit parce qu'il fallait venir d'urgence suite à quelqu'un qui avait eu un accident de roulage et qui s'était flanqué le front dans le pare-brise, parce qu'en plus à l'époque on ne portait pas de ceinture de sécurité, et que tout était dans son lobe frontal, et que je passais une partie de la nuit à nettoyer tout cela, etc. Le malade était pas en bon état, vous pouvez l'imaginer. Oui, j'avais fait mon travail. Je voudrais aussi dire que, vu la gravité des faits et des circonstances, que faisait-on à l'époque? On appelait deux personnes quand il y avait un traumatisme crânien grave qui arrivait aux urgences de l'hôpital. On appelait le neurochirurgien et l'aumônier. Il y en a toujours un qui arrivait avant l'autre, et parfois l'aumônier me disait « Docteur, dépêchez-vous, c'est pour vous ». Et parfois je disais à l'aumônier « Mon père, désolé, mais c'est pour vous ». Voilà, pour vous dire un petit peu l'ambiance dans laquelle on vivait. Et à ce moment-là, eh bien, on était heureux quand on avait sauvé la vie. Le lendemain, quand je venais voir, lors du tour de salle du professeur Anquet, comme si j'étais à Liège, à l'époque, et qu'on faisait à 7h30 du matin le tour de salle pour voir tous les malades qui étaient en réanimation, et quand le malade que j'avais opéré la nuit pendant des heures était vivant, même s'il était dans le coma, j'étais félicité parce que j'avais sauvé la vie. Quand même le malade était hémiplégique, j'étais félicité parce que j'avais sauvé la vie. À l'époque, on se battait pour sauver la vie. On ne parlait pas de qualité de vie. Et moi, j'ai vu les choses évoluer sur le plan du dialogue médical, infirmier, kiné, donc au niveau des soins de santé en général. J'ai vu des choses évoluer durant les années 80, 90, avec l'arrivée des nouvelles technologies, de diagnostic, de performance opératoire, et alors, on ne se battait plus tellement, on se battait pour sauver la vie, mais on avait comme, je dirais, but de sauver et préserver la qualité de la vie. Et il s'est donc avéré, dans les années 90, que opérer quelqu'un d'une tumeur au cerveau, et puis quand le malade se réveille et qu'on dit « Ah, la tumeur a pu être enlevée en totalité, mais malheureusement le malade est hémiplégique », c'est un échec opératoire. Ce n'est plus une réussite. Et c'est ainsi que, sur le plan du concept, et entre autres pour les malades, je reviens à mon exemple premier, du malade qui avait un accident de la route ou qui avait une hémorragie cérébrale, qui était dans le coma, qu'on lui sauvait la vie, puis au bout de quelques jours, il remontait en salle d'hospitalisation, toujours dans le coma, il faisait une première complication, une infection, septicémie, on redescendait aux soins intensifs, on guérissait l'infection, il remontait en salle, puis faisait une embolie pulmonaire, on redescendait aux soins intensifs, et puis, alors à un moment donné, on se disait, mais où va-t-on? Que fait-on? N'est-ce pas de l'acharnement thérapeutique? Parce qu'au début de ma carrière, on ne parlait pas d'acharnement thérapeutique, on parlait sauver la vie. Mais avec
l'évolution, je vous dis, et les performances et les progrès de la médecine dans tous les domaines, à un moment donné, s'est posé la question de la limite qui n'est pas facile entre l'obstination thérapeutique, parce que si moi j'ai fait la médecine, c'est pour être obstiné, sauver la vie, faire en sorte que les malades guérissent de leur maladie, et je n'ai certainement pas fait la médecine pour donner la mort. Mais à un moment donné, il faut savoir, quand on passe de l'obstination thérapeutique, qui est quelque chose d'indispensable, à l'acharnement thérapeutique, qui n'est pas indispensable. Et en tout cas, tout cela a permis, je dirais, entre autres, au concept d'évoluer. Et c'est pourquoi, en 2002, on a voté en Belgique 3 lois. On ne parle que de la loi de l'euthanasie, mais il y en a 2 autres qui sont importantes. Je vais vous donner les dates, je vais vous dire 2-3 mots, et puis je m'occuperai évidemment du sujet de l'euthanasie. On a voté d'abord le 28 mai 2002, la loi relative à l'euthanasie. Puis, le 14 juin, on vote une loi qui encadre les soins palliatifs. C'est important. Puis, le 22 août, toujours de l'année 2002, on vote la loi sur les droits du patient. Personnellement, a posteriori, je considère qu'on aurait mieux fait de les voter en sens inverse et de commencer par voter la loi sur les droits du patient, et puis la loi sur les soins palliatifs, et puis de se pencher sur la problématique de l'euthanasie. Enfin, ne me demandez pas pourquoi, je n'étais pas en politique à ce moment-là, en 2002, je suis en politique en 2004, donc moi, je suis mis devant le fait accompli, je vois, je m'informe, je regarde. Alors, la loi sur le droit du patient, loi importante. Tout patient a le droit d'accepter ou de refuser un traitement. Si un chirurgien vous propose une opération, vous n'êtes pas obligé de l'accepter, vous pouvez dire de prendre un autre avis. Donc, c'est la liberté. Même chose aussi, vous pouvez dire que vous refusez tout acharnement thérapeutique. Ça n'existait pas avant. Mais à ce moment-là, on est au début des années 2000, de ce siècle-ci, et vu l'évolution et les progrès de la médecine dont je vous ai parlé au début de ma conférence, c'est une notion qui est là. Et il existe maintenant un formulaire que vous pouvez vous procurer à l'état civil de la commune, que vous pouvez remplir si vous le souhaitez, et par lequel vous déclarez que vous ne voulez pas d'acharnement thérapeutique si vous êtes dans tel et tel état. Bon, à vous de décider tout ça, et faites-vous aider par votre médecin traitant, évidemment, pour remplir ce genre de document. Bon. Ensuite, dernière chose sur la loi des droits du patient, c'est le droit du patient de pouvoir disposer de son dossier médical. Moi, j'ai connu l'époque où, quand quelqu'un venait me voir pour un avis supplémentaire, il venait, il n'avait rien. Je devais recommencer, refaire un scanner, refaire une résonance magnétique, et parfois il en avait déjà eu 3 ou 4 pour la même chose. Ça coûtait un argent fou à l'État, donc à notre poche, puisque c'est quand même nous qui subsidions en partie les frais des soins de santé, qui sont remboursés, parce que chaque fois, quand même que l'argent vient de quelque part. Donc, la loi de 2002 pour les droits du patient dit, si un patient demande à avoir son dossier médical, le médecin directeur de l'hôpital doit le lui fournir. Donc il n'est plus question de ne pas l'avoir. Et ça aussi, c'est un point important dans le cadre de la liberté, de nos libertés en général. Puis, la loi sur les soins palliatifs. Vu aussi tous les progrès, on s'est rendu compte que on arrivait à faire des choses, on maintenait en vie des patients plus longtemps qu'avant, la moyenne de vie augmentait tous les 10 ans de 2-3 ans, etc. Et il fallait évidemment se pencher sur la question de la souffrance, que ce soit la souffrance physique, que ce soit la souffrance psychique. Et il y avait des malades qui avaient forcément surtout des cancers, des métastases douloureuses et qu'on ne pouvait pas
abandonnés ou simplement laissés au domicile. Donc on a encadré la nécessité que les hôpitaux d'un certain volume doivent avoir une unité de soins palliatifs, avec des médecins spécialisés pour aider et pour pouvoir faire en sorte que les patients qui demandent des soins palliatifs, je ne parle toujours pas d'euthanasie, puissent être soulagés avec tous les médicaments adéquats, s'endormir, mais évidemment la mort survient parfois au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et alors, personnellement, moi, j'ai vécu, pas dans ma famille, mais parmi mes amis, des situations assez pénibles. Parce que quand un membre de votre famille va aux soins palliatifs, et puis qu'il est à dire, ah, je suis content, je suis bien, on s'occupe bien de moi, je n'ai pas mal, merci beaucoup, et tout ça. Et moi, par exemple, j'ai eu à un moment donné une femme de ménage qui a eu besoin de soins palliatifs, et j'ai fait tout pour qu'elle soit à ce que je considérais comme le meilleur endroit à Bruxelles pour les soins palliatifs, etc. Et au début, évidemment, les premières semaines, il y a le contact. Mais au fil du temps, la maladie évolue, la douleur devient plus importante, les doses de morphine administrées sont évidemment plus importantes que le malade ne souffre pas, ce qui fait que la personne malade aux soins palliatifs, elle dort. Alors vous venez, pour la famille, c'est dur, on vient voir quelqu'un avec qui on n'a pas de contact, qui ne se rend pas compte qu'on est venu, et puis 8 jours après on revient, c'est la même affaire. Donc à ce moment-là, c'est la famille qui souffre. La personne ne souffre pas, puisque c'est le but des soins palliatifs de déterminer sa vie sans souffrance. Mais il faut prendre en considération le côté de la famille qui vient. Donc, c'est un élément qui fait que, personnellement, je considère qu'il n'y a pas d'opposition entre soins palliatifs et euthanasie dont je vous parlais maintenant, et que les deux peuvent parfaitement être complémentaires si on le souhaite. Alors, la loi de 2002, en ce qui concerne l'euthanasie, elle est très précise et elle nous protège de toute intervention extérieure. Primo, personne ne peut demander une euthanasie pour qui que ce soit. Il est hors de question que des enfants demandent une euthanasie pour leurs parents qui est complètement déconnecté de maladie d'Alzheimer avancée, qui est dans une maison de repos et de soins, qu'on vient voir, qui ne se rend même pas, qui ne reconnaît plus, qui dit bonjour monsieur, bonjour madame, c'est gentil de venir me voir, rappelez-moi votre nom. C'est pénible pour la famille, mais la famille ne peut pas demander l'euthanasie. Donc, hors de question. Donc, l'euthanasie ne peut être demandée que par nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est une demande individuelle, comme un testament. Ça, c'est la première chose. Cette demande doit être formulée de manière claire, elle doit être répétée, et ce n'est pas parce qu'un jour on est déprimé et qu'on le demande que ça va être entériné. Deuxièmement, il faut être atteint d'une maladie incurable. Incurable ne veut pas dire avec une mort dans les 3 semaines ou dans les 3 mois. Mais il y a des maladies neurodégénératives incurables, comme par exemple la sclérose latérale amyotropique, où perdez tout doucement l'usage de vos bras, etc. Et finalement, la maladie remonte vers de la moelle épinière vers le tronc cérébral, et puis vous faites des troubles de déglutition, et si on ne fait rien, vous mourrez étouffé un jour. Donc, ça prend 3 ans, 4 ans, mais il est évident que comme on sait ce qui va se passer, cela fait partie des maladies incurables. Donc, c'est un point. Demande personnelle.
quelqu'un qui a sa pleine conscience. Maladie incurable. Et il faut que la personne souffre, soit des souffrances physiques, soit des souffrances psychiques. Et c'est pourquoi il y a quelques cas, pas beaucoup, mais quelques cas d'euthanasie demandés et pratiqués chez des patients qui ont des maladies psychiatriques lourdes et pour lesquelles il n'y a aucun espoir de traitement. Donc ça, mais c'est vraiment infime, mais la loi le permet. Quand, évidemment, cette euthanasie est pratiquée, il faut que le médecin ou l'équipe, je veux revenir là-dessus, l'équipe qui l'a pratiquée remplisse un document, et ce document, dans les 4 jours, doit être envoyé à la Commission fédérale de contrôle. Parce qu'il y a un contrôle. Et c'est bien, c'est rassurant qu'on ne fait pas n'importe quoi dans un coin. Toute mort, quelle qu'elle soit, doit être déclarée. Mort naturelle, mort accidentelle, tout ça, mais elle doit être déclarée. Et évidemment, une euthanasie doit être déclarée avec un formulaire aussi, que je dirais, et il y a un contrôle. Donc c'est pour dire que il ne se passe pas des choses en cachette par derrière. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil quand je parle de ça? C'est de dire, si vous dites, bon, moi, je souhaite pouvoir bénéficier de cette loi, si un jour je suis dans ces circonstances-là. Et on peut être dans ces circonstances-là à n'importe quel âge. À 25 ans, vous pouvez avoir un accident de roulage, vous êtes dans le coma, vous êtes dans un état végétatif, et puis vous ne savez pas très bien, on va se battre, on va prolonger. La famille, c'est un drame, la famille va dire, écoutez, attendons, il n'a pas demandé, on ne peut pas faire d'euthanasie, donc à un moment donné, on va peut-être attendre la complication qui va naturellement régler. C'est pénible, c'est très dur. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire une déclaration anticipée. Déclaration anticipée, c'est-à-dire un formulaire que vous pouvez aussi obtenir à l'état civil de votre commune, ou bien que vous pouvez obtenir dans un organisme qui s'appelle l'ADMD, qui est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est le même formulaire. Alors, ce formulaire, vous le remplissez, comme vous souhaitez, etc. Il faut que 2 témoins, des amis, genre vous connaissez, signent le même jour que vous, parce que leur signature atteste que vous saviez ce que vous demandiez. Donc ils engagent leur responsabilité que vous n'étiez pas complètement gaga quand vous avez dit que vous vouliez l'euthanasie. Leur responsabilité s'arrête là. Mais sur le formulaire, il y a également une page importante qui est là où les personnes de confiance. Ces personnes de confiance, c'est-à-dire des personnes qui, si un jour vous êtes dans cette situation, vous êtes dans le coma, et je prends un exemple. Mon épouse et moi, nous avons rempli une déclaration anticipée. On s'est porté personne de confiance l'un pour l'autre. Puis, on a pris d'autres personnes. Pourquoi? Parce que, imaginons qu'on ait un accident de roulage, qu'on soit ensemble, et que tous les deux, on soit dans le coma. Qui est la personne de... Donc, il faut... Alors, je vous conseille, prenez une personne, des personnes de confiance plus jeunes que vous, pour être sûr qu'elles soient toujours là, en bonne santé, si un jour il y a besoin. C'est clair. Mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors, dans un couple, oui, bien sûr, mais prenez quand même des amis dans qui vous avez confiance, sans aucun doute. Ne mettez pas votre médecin traitant dans l'embarras. Lui, il est là pour vous aider si ses convictions le lui permettent. Il est là pour vous aider le jour où il faut pratiquer l'euthanasie. Mais ne lui demandez pas d'être témoin, ne lui demandez pas
cette personne de confiance. Il sera beaucoup plus à l'aise. Et puis, il n'y aura pas de discussion comme il y a pour l'instant au sujet d'un cas qui est en justice à Gand et qui est remonté jusqu'au niveau de la Cour européenne de justice, où on dit qu'il y a un conflit d'intérêts entre la personne qui a fait l'euthanasie et la personne qui, je dirais, qui a rempli des documents. Donc, il vaut mieux laisser, bien, on connaît assez de monde autour de soi que pour prendre des gens en qui on a confiance. C'est pas parce qu'on a demandé une euthanasie qu'automatiquement le médecin va le faire. La loi dit aussi respect des convictions du médecin. C'est ce qu'on appelle la clause de conscience. Le médecin peut dire, moi, mes convictions ne me permettent pas. Je suis croyant, crois profondément, peu importe la religion, c'est la même chose dans toutes les religions, mais ne me demandez pas de faire ce geste-là. Alors, pas de problème, mais il doit alors remettre le dossier à une autre équipe, à une équipe qui est connue pour avoir des vues différentes. Alors, deux remarques. Avant, la loi de 2002 ne précisait pas le délai. En 2020, il y a eu 3 améliorations. Une qui concerne le délai dont je vous parle maintenant. Le médecin qui dit, moi, je ne veux pas ma clause de conscience, j'ai fait appel à ma clause de conscience, il a 7 jours pour transférer le dossier à une autre équipe. Deuxièmement, la déclaration anticipée dont je vous parlais et dont je parle dans mon petit livre, évidemment, mais mon petit livre est sorti en 2019, donc, et puis il y a eu le Covid qui a fait qu'on n'en a pas pu en parler, mais dans mon petit livre, je dis que la déclaration anticipée, elle doit être renouvelée tous les 5 ans. C'est la loi de 2002. En 2020, en mars 2020, le Parlement a modifié et a dit que toute déclaration postérieure à mars 2020 est pérenne. C'est important. Mais il n'y a pas eu d'effet rétroactif. Donc moi, qui avais renouvelé la déclaration anticipée en 2018, j'ai dû la refaire parce que la loi de 2020 ne me rendait pas pérenne celle de 2018, donc je tiens à tirer cette attention. Ça, c'est pas dans mon petit livre, mais c'est normal puisque ça vient après. Donc, je viens vous parler de la durée du dossier, de la déclaration anticipée, et autre chose qui est la clause de conscience. Je vous ai dit, un médecin a le droit de... Oui. Mais on s'est rendu compte, après la loi de 2002, dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte que des établissements considéraient que la clause de conscience leur appartenait aussi et faisaient signer aux médecins qui venaient travailler un document comme quoi ils ne pratiqueraient jamais d'euthanasie au sein de l'établissement. Ça a posé des problèmes. Ça a posé des problèmes parce que, dans certains cas, vous allez dans l'hôpital le plus proche, vous ne choisissez pas, et puis la situation empire, et vous vous trouvez face à un hôpital qui interdit à ses médecins de le faire, et alors le médecin qui veut vous aider transfère le malade, qui n'est en général pas en bon état, dans un autre hôpital où on va voir les choses. Psychologiquement, tout ça est perdu. Donc la loi a dit, fini la clause de conscience, c'est pour le médecin. Et ce n'est pas pour l'établissement hospitalier. Donc c'est vraiment quelque chose de précis. Donc ça, c'est pour la loi de 2002. Et puis, il y a eu une modification en 2014. En fait, vous savez, il y a une loi, c'est très bien, au bout de 10 ans des progrès de la médecine, je dirais, l'analyse rétrospective de la loi et des déclarations envoyées à la Commission fédérale de contrôle, on dit, il faudrait peut-être améliorer, changer, etc. Et là, je l'ai vécu parce que j'étais au Sénat. Donc en 2012, on démarre là-dessus, et on dépose 21 propositions de loi. Il y en a une qui disait il faut rendre la déclaration pérenne, mais c'est fait, mais ce n'était pas le cas à l'époque.
autres qui parlaient de la clause de conscience, pas pour les établissements. Un troisième qui disait aussi, il ne peut pas laisser un dossier traîner sur le bord d'un bureau, dans les 7 jours, il faut que, etc. Moi, j'ai déposé un dossier concernant les maladies cérébrales, la maladie d'Alzheimer, mais bon, on n'a pas eu le temps de se pencher là-dessus. Et il y avait aussi une demande d'élargir la loi de 2002 qui concerne uniquement les adultes, donc les majeurs et les mineurs étant émancipés, de l'élargir à tous les mineurs. Et il y avait une demande des pédiatres. Moi-même, c'est pas moi qui ai déposé cela, j'ai co-signé, mais c'est un collègue, je ne sais plus de quel parti, qui avait eu cette idée, et je la trouvais judicieuse, et je vous dis pourquoi. Parce que je me suis souvenu d'un cas d'un gosse. À ce moment-là, nous sommes bien avant 2000, nous sommes en 2002 ou 2003. Je l'opère d'une tumeur cancéreuse du cervelet. Tout se passe bien, tout est nettoyé, la résonance magnétique après l'opération montre que tout est bien propre. Il a une radiothérapie parce que c'est cancéreux, c'est normal, il perd ses cheveux, c'est normal, puis ça repousse au bout de quelques mois, et puis la vie reprend, le gosse reprend vigueur et retourne à l'école et on oublie la maladie. Vers l'âge de 8 ans, ses parents me le ramènent. Récidive. Bon. Tumeur cancéreuse, il fallait s'y attendre que ça arriverait un jour ou l'autre. On refait une résonance magnétique et visiblement, c'est encore situé dans une zone où je peux me permettre, avec tout ce qu'on a aussi comme progrès, la navigation, c'est un peu comme le GPS dans la voiture, et des trucs qui n'existaient pas. Donc ça me permet vraiment de dire, je pense que je peux encore là, et c'est ce que je fais, je réopère une deuxième fois. Mais réouvrir dans une cicatrice est beaucoup plus douloureux en post-opératoire que quand vous faites l'incision pour la première fois. Surtout aussi au niveau des muscles, parce que c'était la dernière dans la nuque. Alors malgré les antidouleurs qu'on donnait, il a souffert. On a fait pour qu'il souffre le moins possible, mais il n'a pas gardé un bon souvenir. Il ne pouvait plus faire de rayon, il avait déjà reçu sa dose, mais il a eu une chimio forte, qu'il ne tolérait pas bien. Parce que quand on prend des médicaments de chimiothérapie, ça passe par le foie, et alors lui, il réagissait fort, et dans les 48 heures qui suivaient, il vomissait tout le temps. Et puis, il était tranquille jusqu'à la prochaine séance de chimio. Mais tout ça était resté dans son esprit. Et puis, bon, les choses sont faites, il retourne, et puis la vie reprend, et quand il a 13 ans, les parents me le ramènent de nouveau, on refait une résonance magnétique, cette fois-là, la tumeur va beaucoup plus loin, et moi je me rends compte que je ne pourrais plus faire la même chose. Je peux enlever une partie, mais je vais lui donner quoi, 2 mois, 3 mois de plus. Et on dit qu'est-ce qu'on va faire. Mais on n'a pas le temps de discuter de qu'est-ce qu'on va faire. Cet enfant de 13 ans, et nous sommes à ce moment-là, je dirais en 2012, pour prendre un exemple, me dit, docteur Brocchi, je ne veux pas que tu m'opères une troisième fois. Je ne veux plus. Je veux que tu m'endormes. Parce qu'à cet âge-là, on n'a pas le mot euthanasie dans le vocabulaire. Alors j'ai raconté ça au CEDA quand on discutait d'éventuellement élargir l'euthanasie aux mineurs. Je veux que tu m'endormes. Moi, tout de suite, j'en parle à mon équipe infirmière, les kinés, les pédopsychiatres, pour être sûr que ce n'est pas sous un coup de déprime qu'ils le répètent, etc. Puis je descends opérer, fin de journée, je remonte, tout le monde me dit, n'arrête pas, c'est tout le temps. Bon, on attend un jour, 2 jours, 3 jours, même discours tout le temps, on en parle aux parents, etc. Bon, mais on ne peut pas l'endormir, puisqu'on n'a pas encore voté la loi de 2014, on est en infraction. Donc nous l'avons transféré aux soins palliatifs, et aux soins palliatifs, eh bien, on lui a donné des doses de morphine suffisantes pour que vraiment il ne souffre pas, qu'il s'endorme. Et puis ça a pris 2-3 mois, la tumeur a continué à progresser en profondeur et il s'est endormi définitivement, si je puis dire. Ça a été très dur aussi pour la famille. Mais il est certain que ce genre d'exemple-là montre que il y a dans certains cas vraiment nécessité d'être à l'écoute
mais d'autres étaient tout à fait contre, hein, contre. Et ne voulaient pas qu'on, tout de même, aurait bien voulu qu'on supprime la loi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accord interne, si je puis dire, au niveau de la commission santé du Sénat, pour dire, bon ben, on va garder comme proposition des 21 propositions de loi, celle qui concerne l'élargissement de l'euthanasie aux mineurs. Parce que ceux qui ont dit ça étaient sûrs qu'au moins ça ne passerait pas. On a eu tous les débats pendant presque 2 ans, avec les pédiatres qui venaient nous raconter, moi je racontais, etc. Et puis, quand il a fallu voter, visiblement, on n'avait pas la majorité. Et alors, coup de théâtre, je n'oublierai jamais, une sénatrice, parce que je l'ai vécu, une sénatrice NVA, pas de contact avec la NVA, on n'était pas spécialement de nos amis, et une sénatrice NVA vient me trouver, elle est médecin, était diplômée de la VUB, travaillant à Gand, membre de la NVA, vient me dire, Monsieur Brochy, nous en avons discuté, il y a quelque chose qui nous dérange, nous, c'est la question de souffrance psychique. Les souffrances physiques chez le mineur, avec tout ce qu'on a entendu, ce que vous avez raconté, ça nous a sensibilisés. Mais si vous acceptez que la loi de 2002, on modifie, qu'on dit, il faut que l'enfant soit clair. Et on a donc appelé ça qu'il faut que l'enfant ait la faculté de discernement et que ce soit confirmé par les pédopsychiatres, pas par moi, par des gens compétents qui disent c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, il a la clairvoyance, donc faculté de discernement. Et que on ne tienne compte que des souffrances physiques et pas uniquement les souffrances, il peut y avoir les deux, hein, mais pas uniquement la souffrance psychique seule. À ce moment-là, on vote. Et il y a eu une majorité alternative imprévue, et c'est ainsi que la loi en 2014 a été étendue aux mineurs, avec comme différence que la souffrance psychique. Donc la maladie, un mineur qui est suivi pour une maladie psychiatrique ne peut pas bénéficier d'euthanasie. C'est la différence par rapport aux adultes. Donc voilà un petit peu comment on est. Alors, quelques chiffres, puis je vais vous dire quelques mots dans les pays voisins, et puis je serai à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, quand on a voté la loi, il y a eu au début quelques dizaines, quelques centaines, etc. Maintenant, en 2021, parce que j'ai les chiffres, nous avons déclaration au niveau de la Commission fédérale de contrôle, 2690 des cas d'euthanasie pratiqués en Belgique. En 2021, bien. Évidemment, il faudra qu'on voit 2022, 2023, etc. parce qu'il y a le Covid là-dedans et on ne sait pas très bien toujours si... Il y a quelques petites zones d'ombre, si je puis dire. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est une augmentation lente et progressive. Alors, à cause de... ah oui. Combien de mineurs depuis 2014? 4. Donc la loi de 2014 n'a pas fait exploser l'euthanasie des mineurs. Au point de vue mineur, chose importante, il est hors de question que les parents viennent demander est-ce qu'on ne pourrait pas euthanasier mon enfant, regardez comme il est mal formé et qu'il est retardé, c'est dramatique, mais je dirais ce sont des diagnostics qu'il faut faire de manière anténatale et à ce moment-là faire une interruption volontaire de grossesse, mais dès le moment où l'enfant est là, est venu au monde, les parents ne peuvent pas demander l'euthanasie, hein. Sinon on dérive vers l'eugénisme et ça nous rappelle certaines atrocités nazies de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et c'est la même chose aussi pour les personnes âgées, je l'ai dit tout à l'heure. Si on commence à dire quelqu'un peut demander pour d'autres, on va vider les maisons de repos et de soins de personnes trop lourdes. Enfin, vous imaginez, c'est hors de question. Donc la loi
interdit tout ça. C'est très clair. Première cause, le cancer. C'est le cancer qui est la maladie. La deuxième cause, c'est ce qu'on appelle les polypathologies, c'est-à-dire des gens âgés qui ont fait un petit accident vasculaire cérébral, qui ont des rhumatismes, des douleurs, qui, en plus, des problèmes cardiaques, et toute une série de choses qui s'additionnent, qui font que la vie n'a plus aucun sens. Et même qui ont perdu la dignité de la vie, parce qu'ils sont dépendants d'une tierce personne, et que, donc on appelle ça les polypathologies, c'est l'addition de toute une série de choses. Et à ce moment-là, on peut prendre en considération une demande de fin de vie. Il y a également les maladies neurologiques, et puis, pour ce qui est des maladies psychiatriques pures, 0,9%. Donc vous voyez, c'est très peu. Voilà. Donc voilà un petit peu la situation chez nous. Alors, aux Pays-Bas, ils ont voté la loi un an avant nous. C'est plus ou moins la même chose, mais ils ont accordé les mineurs de 12 à 18 ans, mais avec l'accord des parents. Nous avons fait autrement. Nous avons dit, il faut que les parents soient d'accord, mais la demande première doit venir de l'enfant, et on met les parents au courant. Et il n'y a aucun parent qui a envie, un papa, une maman, de voir son enfant qui souffre. Donc, il n'y a pas d'opposition. On n'a pas eu d'opposition, en tout cas, chez nous, qui était rapportée. Donc, aux Pays-Bas, ils ont fait ça, et ils ont en plus mis quelque chose que nous n'avons pas mis chez nous, ce qu'on appelle le protocole de Courneuve, à savoir un enfant qui naît avec des malformations, on a le droit de l'euthanasier et de ne pas le laisser vivre. Donc c'est une euthanasie post-naissance, à la naissance, dans les jours suivants l'accouchement. Ça, nous n'avons pas fait. Au Grand-Duché de Luxembourg, c'est la même chose que chez nous, sauf qu'ils n'ont pas voté les mineurs. L'Espagne vient de nous suivre. Alors c'est un pays catholique, c'est très curieux, nous a suivis depuis peu. Le Portugal a failli, le Sénat et la Chambre ont voté pour, mais le président de la République a refusé de signer. Donc ça n'est pas passé. Et en Suisse, l'euthanasie est interdite. Mais il y a deux formules, parce qu'on entend beaucoup, notamment le français, qui vont en Suisse, puisqu'en France, et je terminerai par la France, c'est formellement interdit. Ils vont en Suisse parce qu'en Suisse, on a ce qu'on appelle le suicide assisté et le suicide médicalement assisté. Donc, il y a diverses associations. Alors, il y a déjà quelque chose qui, moi, me dérange, c'est qu'il y a des associations réservées aux Suisses. Et là, ça coûte 40 €. Les associations qui acceptent les étrangers, il faut d'abord verser une somme de 10 000 € pour pouvoir avoir... désolé, mais moi, je ne peux pas accepter le commerce dans ce genre de choses. Le suicide assisté, c'est le médecin va chercher les médicaments adéquats chez le pharmacien, les donne au malade, et le malade les ingurgite quand il veut. Le suicide médicalement assisté, c'est la même chose, mais avec le médecin à côté. Alors, personnellement, je suis tout à fait d'accord, en Belgique, le suicide assisté, mais sans médecin à côté, est formellement interdit. Mais une euthanasie peut très bien être pratiquée par quelqu'un qui dit, moi, je ne peux pas avoir une aiguille, vous n'allez pas me mettre un Baxter pour m'endormir, non, je préfère quelque chose. Donc c'est jouable. Mais le médecin est à côté. Et dès que vous êtes endormi, il vous met l'aiguille dans la veine et il est prêt à injecter ce qu'il faut au cas où, par exemple, vous vomiriez, parce que c'est pas toujours agréable à avaler. Donc, le suicide assisté sans médecin, c'est pour moi toujours inacceptable. Mais ça existe en Suisse. Médicalement assisté, ça existe aussi en Suisse, ça coûte un peu plus cher encore.
précisé, je dirais, le suicide médicalement assisté. Le suicide assisté, c'est clair que c'est sans médecin est formellement interdit. Mais quand on voit comment les euthanasies sont pratiquées, il y a 2 à 3% d'euthanasie pratiquée par, je dirais, sous forme de suicide médicalement assisté, parce que les gens ont choisi la formule d'avaler les médicaments plutôt que la formule intraveineuse. Mais en général, c'est la formule intraveineuse et les personnes concernées, la famille concernée, je dirais, on en parle, c'est pas une urgence, ça se décide, parfois même avec un fond musical qui fait qu'on s'endort au son d'une musique ou d'un chanteur qu'on a bien aimé, avec aussi une bougie d'atmosphère, un parfum, bref. Bon, tout ça se fait de la manière la plus humaine possible. Et la famille dit au revoir, et dès que la famille dit au revoir et est sortie de la pièce, le médecin qui reste seul avec le patient concerné, à ce moment-là, soit il tourne les lèvres du Baxter, si tel est le cas, soit il injecte ce qui est prévu déjà dans la perfusion qui a été mise en place. Et dans les 10 minutes, la personne est endormie, et si nécessaire, il y a encore d'autres médicaments qu'il peut ajouter dans la minute qui suit pour que ça ne dure pas. Et c'est très bien vécu parce que ce sont des choses que j'ai eu l'occasion de voir, pas de pratiquer, parce que pour pratiquer cela, il faut, je dirais, en avoir l'exercice, en avoir fait, et donc soit il y a, dans le cadre de l'ADMD, des équipes médicales, je dirais, spécialisées pour cela, soit dans les hôpitaux, les départements de soins palliatifs où ils ont l'habitude de pouvoir donner un coup de pouce. Alors en France, eh bien en France, où la laïcité est dans la Constitution, l'euthanasie est formellement interdite, c'est 20 ans de réclusion minimum, tout médecin qui pratique, et ils ont voté ce qu'ils appellent la sédation profonde. Alors pour bénéficier de la sédation profonde, il faut aussi en avoir fait la demande et fait une déclaration comme nous ferions une déclaration anticipée. Une déclaration anticipée de sédation profonde. Et il faut répondre à un certain nombre de conditions, etc. Mais c'est quoi la sédation? Tout ça, ok, je veux bien. Mais c'est quoi la sédation profonde? En fait, on va vous donner des pilules, des somnifères que vous allez avaler, mais on ne va pas vous endormir. Parce que si on vous endort, ben, vous allez arrêter de respirer. Donc, c'est une euthanasie, c'est un crime. Ou alors on vous intube, on vous raccorde à la machine. Mais si on arrête la machine, ça ne peut pas faire. Donc, on vous donne des somnifères à dose suffisante pour que vous soyez un peu somnolent, et puis vous réveillez, quand vous réveillez, on vous redonne de nouveau, etc. Mais surtout, ce qu'il faut un peu hâter les choses, on arrête toute hydratation et toute alimentation. Donc vous mourrez de faim et de soif dans votre demi-sommeil. Moi, je n'appelle pas ça une mort digne. C'est pas humain. C'est pas humain. Et il y a très peu de cas en France, mais il y a eu notamment le cas de cet infirmier dont on a parlé dans les médias. Vincent Humbert. Qui est le... Vincent Humbert. Oui, exactement. La famille est déchirée. Vincent Lambert, voilà, exactement, qui avait eu un accident de moto sur le chemin de son travail à l'hôpital, et la famille s'est déchirée. L'épouse, frères et sœurs disaient, ils souhaiteraient s'en aller, et le papa et la maman, très catholiques, croyants, étaient contre, donc tout ça a fait l'objet de batailles judiciaires, et finalement ça a pris au moins 10 ans. C'est
ça aussi que moi j'ai toujours pris l'habitude de faire mes commentaires en dehors de la chambre, dans le couloir, et jamais au lit du malade, parce que il faut être prudent et être humain. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple. Donc j'espère que les choses vont changer. Et moi je vous dirais à titre de conclusion, c'est que d'un côté, l'ordre des médecins en Belgique a pris compte de l'évolution des mentalités et de la loi. Quand j'étais médecin, quand je suis devenu médecin en 1967, j'ai prêté serment d'Hippocrate comme quoi je respecterai la vie. Mais depuis 2010, les médecins prêtent serment et disent je respecterai la vie et la dignité humaine. Et je trouve que c'est fort important. Et je dirais, je me bats moi pour dire le droit de vivre dans la dignité, puisqu'aujourd'hui nous avons la possibilité de vivre vieux et en bonne santé, et donc il faut vraiment tout faire pour vivre de manière digne et le plus longtemps possible, mais aujourd'hui il faut aussi, je dirais, respecter les convictions de chacun. Et je termine la dernière phrase de mon petit livre, c'est l'important pour moi, je l'ai écrit, est le respect des convictions de chacun. Donc ce n'est pas mes convictions, ce sont les vôtres, les convictions de chacun, et de tout faire pour garantir à ceux qui le souhaitent de choisir leur fin de vie dans la dignité et sans souffrance. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Oui, professeur Racher, vous avez sûrement peut-être pas d'accord avec moi. Non, je suis d'accord sur tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai été très heureux d'accepter de rédiger la préface quand Jacques me l'a demandé. Bon, je trouvais que c'était tellement important. Je ne suis pas un spécialiste de bioéthique, mais il m'avait demandé, au fond, de tirer un peu de leçons philosophiques de cette problématique. Et j'ai essayé de le faire dans la préface, et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais non seulement je soutiens tout ce combat pour l'euthanasie, y compris la loi de 2014, et ce que Jacques a dit sur la maturité des enfants qui sont dans de telles situations et qui deviennent, mais à une vitesse accélérée, mûrs, bien plus que des adultes comme nous qui n'ont pas vécu ça et qui n'ont pas été confrontés à ce type de situation. Et je trouve que ce qui est très important, c'est, vous savez, on le voit tellement aujourd'hui dans le monde, le combat moderne des Lumières, de la démocratie, des droits de l'homme, c'est un combat pour l'autonomie, c'est-à-dire un combat pour que l'individu puisse lui-même faire ses choix de vie, pour peu, bien entendu, qu'il ne nuise pas à autrui, bien sûr. Ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Et ce combat est un combat qui suppose des tas de conditions. Il suppose un état de droit. C'est important, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'état de droit est très contesté, même à l'intérieur de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous êtes au courant des affaires qui concernent la Pologne, la Hongrie, etc. Et n'en parlons pas dès que vous sortez de l'univers des démocraties constitutionnelles et que vous êtes en Russie, en Turquie, en Chine, etc. C'est important parce que tous ceux qui avaient des doutes et des problèmes vis-à-vis de l'euthanasie se disaient qu'il va y avoir des abus. Et donc ce que Jacques a bien rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a une commission, il y a un contrôle, il y a un véritable contrôle. Mais pour que ce contrôle soit un contrôle en lequel on puisse avoir confiance, il faut évidemment que vous ayez des instances indépendantes. Il faut que vous viviez dans un état dans lequel les contrôles sont véritables. Quand vous vivez dans des états dans lesquels les contrôles ne sont pas des contrôles, les procès ne sont pas des procès, les avocats sont des avocats qui sont payés et contrôlés par l'exécutif, etc. Bon, et les juges ne sont pas indépendants. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas faire confiance à ce type de contrôle, ce qui voudrait dire qu'effectivement, tout ce qui a été construit dans le cadre des démocraties constitutionnelles et dont Jacques vous a parlé, dépend justement de cette défense plus large des démocraties constitutionnelles. Alors l'autonomie individuelle, c'est un accomplissement de l'autonomie individuelle parce que, au fond, si vous avez le choix de votre existence dans la dignité, sans nuire à autrui, bien entendu, eh bien, que se passe-t-il dans ces moments ultimes que tu viens de rappeler?
allions pendant tellement de temps subir ce que les autorités, souvent religieuses, ont imposé aux individus. Et quand j'entends Jacques, je suis mal à l'aise vis-à-vis de la France. D'ailleurs, implicitement, c'est ce que tu ressentais aussi, parce que cette espèce d'hypocrisie d'accepter la loi Leonetti, d'accepter la sédation prolongée, et comme tu l'as décrite par rapport à une action qui serait beaucoup plus humaine et beaucoup plus digne, et en même temps on dit on refuse l'euthanasie, dans un état de droit comme la France, où il y aurait les contrôles qu'il faut et où il y a une forte demande de la population, c'est évidemment quelque chose qui pose un problème tout à fait fondamental. Et je pense que dans ce cadre-là, quand nous devons soutenir le combat pour l'euthanasie, et aujourd'hui en France, puisqu'en France nous en sommes à un état qui est un état d'imperfection manifeste, je pense que c'est un combat qui est un combat indissociable du combat pour l'état de droit, pour les droits de l'homme, pour les démocraties constitutionnelles, et là on se trouve confronté à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc tout ça est lié, je trouve, et je trouvais que, mais c'est quand même la pointe, c'est quand même la chose la plus difficile. Une chose est de dire, vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté d'aller et venir, vous pouvez vous marier, etc., librement. Ce sont des acquis quand vous les comparez à ce qui se passe en Iran, en Afghanistan ou dans d'autres pays comme ça, mais ici, c'est tellement difficile, c'est tellement délicat. Jacques l'a dit d'ailleurs, qui est médecin, il a dit, je n'ai pas fait mes études pour donner la mort. Et en même temps, ça paraît comme tellement indispensable, ce qui veut dire que c'est vraiment là un combat qui est un petit peu à la pointe de l'exercice de l'autonomie de ce malade qui, en conscience, de façon répétée, etc., dans toutes les conditions que tu as dit, demande l'euthanasie. C'est pour ça que j'ai écrit cette préface. Et qu'au fond, je suis venu écouter Jacques, parce que je ne sais pas moi qui ai beaucoup de choses à dire ici, parce qu'il m'a appris des choses. Je me suis dit, au fond, déjà, ça fait déjà quelques années qu'on a parlé de ça, et le livre date de 2018. Bon, voilà. Et on a en particulier sur ces modifications de 2020 dont il a parlé. Qui sont importantes. Voilà, donc je pense qu'on peut le remercier. Voilà. Merci. Donc voilà, j'aurais peut-être une question à poser. Il y a une certaine, un certain embarras. Mais une euthanasie peut très bien être pratiquée par quelqu'un qui dit, moi, je ne peux pas avoir une aiguille, vous n'allez pas me mettre un Baxter pour m'endormir, non, 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 je préfère quelque chose. Donc c'est jouable. Mais le médecin est à côté. Et dès que vous êtes endormi, il vous met l'aiguille dans la veine et il est prêt à injecter ce qu'il faut au cas où, par exemple, vous vomiriez. Parce que c'est pas toujours agréable à avaler. Donc, le suicide assisté sans médecin, c'est pour moi toujours inacceptable. Mais ça existe en Suisse. Médicalement assisté, ça existe aussi en Suisse, ça coûte un peu plus cher encore. Mais c'est pour avoir le médecin qui vous donne le coup de pouce au cas où. Alors, en Belgique, on n'a pas précisé, je dirais, le suicide médicalement assisté. Le suicide assisté, c'est clair que c'est sans médecin est formellement interdit. Mais quand on voit comment les euthanasies sont pratiquées, il y a 2 à 3% d'euthanasie pratiquée par, je dirais, sous forme de suicide médicalement assisté, parce que les gens ont choisi la formule d'avaler les médicaments plutôt que la formule intraveineuse. Mais en général, c'est la formule intraveineuse et les personnes concernées, la famille concernée, je dirais, on en parle, c'est pas une urgence, ça se décide, parfois même avec un fond musical qui fait qu'on s'endort au son d'une musique ou d'un chanteur qu'on a bien aimé, avec aussi une bougie, une atmosphère, un parfum, bref. Bon, tout ça se fait de la manière la plus humaine possible. Et la famille dit au revoir. Et dès que la famille dit au revoir et est sortie de la pièce, le médecin qui reste seul avec le patient concerné, à ce moment-là, soit il tourne les lettres du Baxter, si tel est le cas, soit il injecte ce qui est prévu déjà dans la perfusion qui a été mise en place. Et dans les 10 minutes, la personne est endormie, et si nécessaire, il y a encore d'autres médicaments qu'il peut ajouter dans la minute qui suit pour que ça ne dure pas. Et c'est très bien vécu parce que ce sont des choses que j'ai eu l'occasion de voir, pas de pratiquer, parce que pour pratiquer
fait une déclaration comme nous ferions une déclaration anticipée. Une déclaration anticipée de sédation profonde. Et il faut répondre à un certain nombre de conditions, etc. Mais c'est quoi la sédation? Tout ça, ok, je veux bien. Mais c'est quoi la sédation profonde? En fait, on va vous donner des pilules, des somnifères que vous allez avaler, mais on ne va pas vous endormir. Parce que si on vous endort, ben, vous allez arrêter de respirer. Donc, c'est une euthanasie, c'est un crime. Ou alors on vous induit, on vous raccorde à la machine. Mais si on arrête la machine, ça ne va pas faire. Donc, on vous donne des somnifères à dose suffisante pour que vous soyez un peu somnolent, et puis vous réveillez, quand vous vous réveillez, on vous redonne de nouveau, etc. Mais surtout, ce qu'il faut un peu hâter les choses, on arrête toute hydratation et toute alimentation. Donc vous mourrez de faim et de soif dans votre demi-sommeil. Moi, je n'appelle pas ça une mort digne. C'est pas humain. C'est pas humain. Et il y a très peu de cas en France, mais il y a eu notamment le cas de cet infirmier dont on a parlé dans les médias. Vincent Humbert. Qui est le... Vincent Humbert. Oui, exactement. La famille est déchirée. Vincent Lambert, voilà, exactement, qui avait eu un accident de moto sur le chemin de son travail à l'hôpital, et la famille s'est déchirée. L'épouse, frères et sœurs disaient ils souhaiteraient s'en aller, et le papa et la maman, très catholiques, croyants, étaient contre. Donc tout ça a fait l'objet de batailles judiciaires, et finalement ça a pris au moins 10 ans. C'est tout à fait... Et finalement, il est mort de sédation profonde. Donc, à un moment donné, la loi ne permet pas autre chose. Donc, à un moment donné, eh bien, un médecin a eu l'autorisation légale de pratiquer, contre l'avis des parents, la sédation profonde. Donc, il était d'ailleurs dans un coma végétatif, mais aujourd'hui, nous savons que les comas végétatifs, ils perçoivent peut-être des choses. Nous avons notamment à Liège un neurologue, le professeur Steven Loreis, qui est très spécialisé dans l'histoire des comas subliminaires, et il nous apprend que parfois les gens dans le coma, ils comprennent ce qu'on dit, alors que nous croyons qu'ils comprennent, qu'ils ne sont pas là. C'est pour ça aussi que moi j'ai toujours pris l'habitude de faire mes commentaires en dehors de la chambre, dans le couloir, et jamais au lit du malade, parce que il faut être prudent et être humain. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple. Donc j'espère que les choses vont changer. Et moi je vous dirais à titre de conclusion, c'est que d'un côté, l'ordre des médecins en Belgique a pris compte de l'évolution des mentalités et de la loi. Quand j'étais médecin, quand je suis devenu médecin en 1967, j'ai prêté serment d'Hippocrate comme quoi je respecterai la vie. Mais depuis 2010, les médecins prêtent serment et disent je respecterai la vie et la dignité humaine. Et je trouve que c'est fort important. Et je dirais, je me bats pour dire le droit de vivre dans la dignité, puisqu'aujourd'hui nous avons la possibilité de vivre vieux et en bonne santé, et donc il faut vraiment tout faire pour vivre de manière digne et le plus longtemps possible, mais aujourd'hui il faut aussi, je dirais, respecter les convictions de chacun. Et je termine la dernière phrase de mon petit livre, c'est l'important pour moi, je l'ai écrit, est le respect des convictions de chacun. Donc c'est pas mes convictions, ce sont les vôtres, les convictions de chacun, et de tout faire pour garantir à ceux qui le souhaitent de choisir leur fin de vie dans la dignité et sans souffrance. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Oui, professeur Rachel, vous avez sûrement n'êtes peut-être pas d'accord avec moi. Non, je suis d'accord sur tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai été très heureux d'accepter de rédiger la préface quand Jacques me l'a demandé. Bon, je trouvais que c'était tellement important. Je ne suis pas un spécialiste de bioéthique, mais il m'avait demandé, au fond, de tirer un peu de leçon philosophique de cette
de le faire dans la préface et je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais non seulement je soutiens tout ce combat pour l'euthanasie, y compris la loi de 2014, et ce que Jacques a dit sur la maturité des enfants qui sont dans de telles situations et qui deviennent, mais à une vitesse accélérée, mûrs bien plus que des adultes comme nous qui n'ont pas vécu ça et qui n'ont pas été confrontés à ce type de situation. Et je trouve que ce qui est très important, c'est, vous savez, on le voit tellement aujourd'hui dans le monde, le combat moderne des Lumières, de la démocratie, des droits de l'homme, c'est un combat pour l'autonomie, c'est-à-dire un combat pour que l'individu puisse lui-même faire ses choix de vie, pour peu bien entendu qu'il ne nuise pas à autrui, bien sûr, ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Et ce combat est un combat qui suppose des tas de conditions. Il suppose un état de droit, c'est important, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, l'état de droit est très contesté, même à l'intérieur de l'Union européenne. Je ne sais pas si vous êtes au courant des affaires qui concernent la Pologne, la Hongrie, etc. Et n'en parlons pas dès que vous sortez de l'univers des démocraties constitutionnelles et que vous êtes en Russie, en Turquie, en Chine, etc. C'est important parce que tous ceux qui avaient des doutes et des problèmes vis-à-vis de l'euthanasie se disaient il va y avoir des abus. Et donc ce que Jacques a bien rappelé tout à l'heure, c'est qu'il y a une commission, il y a un contrôle, il y a un véritable contrôle. Mais pour que ce contrôle soit un contrôle en lequel on puisse avoir confiance, il faut évidemment que vous ayez des instances indépendantes. Il faut que vous viviez dans un état dans lequel les contrôles sont véritables. Quand vous vivez dans des états dans lesquels les contrôles ne sont pas des contrôles, les procès ne sont pas des procès, les avocats sont des avocats qui sont payés et contrôlés par l'exécutif, etc. Bon, et les juges ne sont pas indépendants. Bon, bien sûr, vous ne pouvez pas faire confiance à ce type de contrôle, ce qui voudrait dire qu'effectivement, tout ce qui a été construit dans le cadre des démocraties constitutionnelles et dont Jacques vous a parlé, dépend justement de cette défense plus large des démocraties constitutionnelles. Alors l'autonomie individuelle, c'est un accomplissement de l'autonomie individuelle parce que, au fond, si vous avez le choix de votre existence dans la dignité, sans nuire à autrui, bien entendu, eh bien, que se passe-t-il dans ces moments ultimes que tu viens de rappeler? Est-ce que nous allions, pendant tellement de temps, subir ce que les autorités, souvent religieuses, ont imposé aux individus? Et quand j'entends Jacques, je suis mal à l'aise vis-à-vis de la France. D'ailleurs, implicitement, c'est ce que tu ressentais aussi. Parce que cette espèce d'hypocrisie d'accepter la loi Leonetti, d'accepter la sédation prolongée, et comme tu l'as décrite par rapport à une action qui serait beaucoup plus humaine et beaucoup plus digne, et en même temps on dit on refuse l'euthanasie, dans un état de droit comme la France, où il y aurait les contrôles qu'il faut et où il y a une forte demande de la population, c'est évidemment quelque chose qui pose un problème tout à fait fondamental. Et je pense que dans ce cadre-là, quand nous devons soutenir le combat pour l'euthanasie, et aujourd'hui en France, puisqu'en France nous en sommes à un état qui est un état d'imperfection manifeste, je pense que c'est un combat qui est un combat indissociable du combat pour l'état de droit, pour les droits de l'homme, pour les démocraties constitutionnelles, et là on se trouve confronté à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc tout ça est lié, je trouve, et je trouvais que, mais c'est quand même la pointe, c'est quand même la chose la plus difficile. Une chose est de dire, vous avez la liberté d'expression, vous avez la liberté de conscience, la liberté religieuse, la liberté d'aller et venir, vous pouvez vous marier, etc., librement. Ce sont des acquis quand vous les comparez à ce qui se passe en Iran, en Afghanistan ou dans d'autres pays comme ça, mais ici, c'est tellement difficile, c'est tellement délicat. Jacques l'a dit d'ailleurs, qui est médecin, il a dit, je n'ai pas fait mes études pour donner la mort. Et en même temps, ça paraît comme tellement indispensable, ce qui veut dire que c'est vraiment là un combat qui est un petit peu à la pointe de l'exercice de l'autonomie de ce malade qui, en conscience, de façon répétée, etc., dans toutes les conditions que tu as dit, demande l'euthanasie. C'est pour ça que j'ai écrit cette préface. Et qu'au fond, je suis venu écouter Jacques, parce que je ne sais pas moi qui ai beaucoup de choses à dire ici, parce qu'il m'a appris des choses. Je me suis dit, au fond, déjà, ça fait déjà quelques années qu'on a parlé de ça, et le livre date de 2018, bon voilà, et on a en particulier sur ces modifications de 2020 dont tu as parlé. Qui sont importants. Voilà, donc je pense qu'on peut le remercier. Voilà.
Merci. Donc voilà, j'aurais peut-être une question à poser. Il y a Oui. une certaine, un certain embarras dans le public, mais je ne sais pas si le public est bien informé par rapport à cette dame qui a vécu les attentats de Bruxelles, qui est donc dans une situation de pathologie psychiatrique profonde, qui est assez jeune, et qui a obtenu l'euthanasie. Est-ce que tu connais un peu le cas ou... Je ne connais pas le cas, mais je peux dire que tout d'abord, pour préciser, ce n'est pas un médecin seul qui va donner le OK. Donc, si nous sommes concernés, si nous voulons, et nous faisons une déclaration anticipée parce que telle est notre vision, on parle au médecin de famille, ou à notre généraliste. Et souvent, il dira, je suis content que vous m'en parliez, je serai là s'il le faut. Mais s'il le faut, et que le cas se présente, parce que bon, etc., il va faire appel à un deuxième médecin. Deuxième médecin, quand même un peu spécialisé pour la maladie que vous avez, il va se couvrir, si je puis dire, de manière à ce qu'ils vont être deux. Ça, c'est déjà, ça, je dirais, le minimum. S'il s'agit d'une maladie psychiatrique, d'une dépression, comme dans le cas que tu viens de citer, il faut impérativement un troisième médecin qui doit être un psychiatre. Et je pense que, je n'ai pas eu le temps de fouiller le détail du cas dont tu parles, très probablement, cette personne, je comprends le traumatisme qu'elle a vécu, son état dépressif faisait qu'elle était sûrement suivie par un psychiatre, qu'elle a demandé ce qu'elle a demandé, et qui a donc eu certainement un deuxième psychiatre consulté, et finalement ils ont sûrement été 3 psychiatres pour donner le feu vert. Donc si elle a obtenu l'euthanasie, ce n'est pas uniquement parce que le médecin généraliste a dit oui d'accord, vous avez raison, ce sont des cas tellement difficiles, même si elle a eu ce traumatisme épouvantable des attentats de Bruxelles, si la raison est un problème, est une cause psychique pure, à ce moment-là, il y a 1, 2 ou 3 psychiatres concernés. Autrement, je dirais, on se couvre. Et il faut dire aussi que pratiquer le geste pour un médecin, c'est très dur. Il ne faut pas croire qu'on fait ça. Et souvent, d'ailleurs, je découvre, ça c'est aussi une question de l'évolution positive, les gens préfèrent aujourd'hui mourir à domicile et pas dans une chambre d'hôpital nue, où il n'y a rien, aucun souvenir, aucune photo, même si la famille a apporté pas mal de choses. Et je découvre que maintenant, les dernières années, on arrive pratiquement à la moitié des euthanasies pratiquées à domicile, alors qu'au début c'était à l'hôpital. Les gens préfèrent. Et il est évident qu'à domicile, ce n'est pas le médecin généraliste tout seul, ce sont 2. Et si c'est psychique, à mon avis, ça se fera, je ne sais pas si ça se fera à domicile ou pas, je n'ai pas les détails, mais je pense que beaucoup de précautions sont prises parce que la commission de contrôle, elle contrôle. Et elle est là justement pour éviter toute dérive. La loi est bien faite, il faut à ce moment-là l'appliquer correctement. Et vous savez, on met une limitation de vitesse, c'est pas pour ça que les gens la respectent. Donc c'est la même chose ici. On a une loi, il faut quand même s'assurer qu'on la respecte. C'est notre sécurité à nous tous. Oui. Justement, vous parliez de la difficulté pour le médecin de poser l'acte d'euthanasie. Donc moi j'ai accompagné au papa du diagnostic du cancer du pancréas jusqu'à son euthanasie dans la chambre en allemand. Et une chose que moi j'ai ressenti très fort, c'est qu'à plusieurs reprises les médecins ont essayé de le dissuader. Et mon père a dû vraiment faire preuve d'énormément d'assertivité pour dire non, c'est mon choix. Parce que nous avons eu vraiment des freins, de multiples freins. Alors je
c'était compliqué. C'était Je compliqué. vous comprends, mais c'est vrai que la demande doit être répétée plusieurs fois. Et puis, si elle est répétée, je dirais, plusieurs fois, entre le moment où on a acté officiellement la décision du patient et la pratique du geste d'euthanasie, il faut qu'il y ait un mois. Parce qu'on peut toujours changer d'avis. Et la loi dit bien, c'est pas parce qu'on a dit que c'est définitif, on peut encore à la dernière minute changer d'avis. Donc il y a ce délai. Alors est-ce que c'est ce délai qui va jouer chez votre papa ou pas? Je n'en sais rien. Mais peut-être aussi que les médecins n'étaient pas contre, mais étaient plutôt embarrassés parce que ils auraient préféré ne pas devoir être confrontés à cette demande. Je ne peux pas vous dire le pourquoi. C'était pénible pour le patient. Oui, mais d'un autre côté, je dirais que je suis heureux de votre témoignage. La manière dont ça s'est fait, vous avez tenu la main, il s'en est allé de manière paisible, et c'était, et pour lui et pour vous, une formule, je dirais, plus humaine que de recevoir un coup de fil à la maison, votre papa n'est plus là. Ce qui malheureusement est souvent le cas, on est averti de manière assez brutale du décès d'un membre de la famille, ou bien on n'est même pas averti, on arrive à l'hôpital, on dit « Ah oui, on vous a pas dit. Ah oui, non, on est déjà descendu à la morgue, on ne peut même plus le voir. » Donc c'est... Oui, monsieur, je vous en prie. Trouvez-vous des garanties suffisantes pour dire que la demande vient véritablement de la personne elle-même et que cette personne, qui est donc dans le cas de souffrance physique et morale, donc n'a pas subi de pression morale extérieure qui font que finalement, en apparence, la demande vient de la personne elle-même, alors qu'en fait, cette personne devient une marionnette et ne peut que subir la vie pour les questions d'héritage. Je suis d'accord avec vous, c'est la raison pour laquelle il faut 2 témoins et que les 2 témoins ne peuvent pas appartenir à la famille. Et juste avant l'acte, on leur repose la question, juste avant de... Oui, Trouvez-vous cela suffisant comme garantie? Mais écoutez, si c'est tout ce que je peux vous dire est que on n'a pas eu de problème, mais on essaye d'éviter évidemment ce genre de choses, ces pressions, mais la demande doit être effectuée de pleine conscience, répétée plusieurs fois. C'est pas parce qu'on a demandé une fois que c'est suffisant, et il faut à ce moment-là que ce soit attesté par écrit, et au besoin, si la situation est, je dirais, tant soit peu délicate, faire venir le notaire, comme pour un testament. Et le notaire atteste et co-signe que la personne était parfaitement consciente de sa demande au moment où elle a signé. Ça peut faire l'objet d'un acte notarial. Donc, tout ça est prévu. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a l'un ou l'autre procès en cours par des membres de la famille, à mon avis probablement pour des questions de succession, alors que la personne a été euthanasiée à sa demande, qu'il n'y avait pas de problème, et 2 ans après, il y a des membres de la famille qui tout d'un coup prennent un avocat et qui partent en justice. Moi, je ne connais pas les détails, mais je suppose que ce n'est pas uniquement pour des questions de conviction, il doit y avoir certainement des raisons matérielles derrière. Des comptes en Suisse. Par exemple. Oui. Qui décide de la date de l'euthanasie? Le patient ou les médecins? De commun accord. De commun accord, mais bien sûr, ce n'est pas parce que vous le demandez que ce sera fait le lendemain. Ça demande toute une organisation, et comme je vous dis, il faut être
sûr que, Voilà. que vous ne changiez pas d'avis, donc on va quand même... Et que l'État est vraiment oui, immédiat. on va vérifier, etc. Je peux vous raconter une histoire de quelqu'un que j'ai connu. Et là, c'était après 2002, donc la loi existait. J'ai le père d'une tumeur cancéreuse du cerveau, un adulte. Hein. Tout va bien, mais je le préviens. Je le connaissais bien, je le dis, c'est un ami, je lui dis, écoute, mets tes papiers en ordre parce que malheureusement, dans les 12 mois ou 24 mois, quoi, ben, ça peut revenir et si ça revient, qu'est-ce que j'aurai comme symptôme? À l'endroit où c'est mis, tu vas commencer par perdre l'usage de ton bras et de ta jambe gauche. Ouh là là, je ne peux pas, me voir handicapé, perdre toute ma dignité, de voir que ma femme doit torcher le cul, etc. Parce que, alors que je suis pleinement conscient, mais je ne suis plus capable de tenir sur mes deux jambes. Etc. Donc, si je sens que, il a fait une déclaration anticipée, hein, tout est en ordre. Mais, je dis, si je sens que je perds l'usage de mon côté gauche, je fais ma valise et je t'appelle. Et oui, bon. 1 an et demi après, le téléphone. Entre-temps, je l'avais suivi, évidemment, à des consultations tous les 3-4 mois. Quand je travaillais encore à l'hôpital Erasme, et le téléphone me dit, Jacques, je suis en train de perdre l'usage de ma jambe, ma femme doit me tenir parce que sinon je tombe, donc, comme on a convenu, je fais ma valise, j'arrive. Je dis, ben oui, bien. Donc, il est venu, je l'ai hospitalisé, il est venu avec son épouse et ses 2 filles. Hein. Donc, tout le monde hospitalisé. Je dis, on va d'abord commencer par refaire un bilan, faire un check-up pour voir quelle est la cause, pour voir s'il n'y a pas moyen d'y remédier. Donc, avant de dire on y va, on essaye de voir s'il n'y a quand même pas une solution. C'est normal de la part du médecin. Donc, on a refait un check-up, on a vu, on a revu, elle était en puissance, effectivement. Tumeur poussée en profondeur, plus moyen de faire quoi que ce soit, si ce n'est, je dirais, un peu soulager la souffrance. Lui, son choix, ce n'était pas les soins palliatifs, c'était l'euthanasie. Il avait rempli les papiers, on en a discuté, on a attendu, j'ai fait venir d'autres médecins de l'équipe des soins palliatifs pour vérifier qu'ils tenaient toujours bien le même langage, et parce que c'est pas moi tout seul qui vais dire, ben oui, ok, on met tout en place, et ça a pris, dans mon service, ça a pris 8-10 jours, hein, et à ce moment-là, la date a été fixée, de commun accord, tout était prévu, et il a pu dire au revoir à sa famille, et il s'est endormi paisiblement, et la famille attendait dans la salle d'attente tout simplement que nous sortions. Mais c'était très dur, les infirmières pleuraient. Il ne faut pas croire que c'est un geste qui se fait comme ça. Hein. C'est très très dur, les infirmières pleuraient. Oui. J'ai suivi 3 euthanasies et j'ai pris 3 grosses putes. Ce jour-là, je rentre chez moi et je vide une énorme bouteille parce que c'est un moment tellement bouleversant. Ouais. Et c'est extrêmement violent. Oui. Voilà, parce qu'on croit que c'est quelque chose qui se passe. Oui, il y a le respect de la dignité de la personne, c'est incroyable, c'est quelque chose de merveilleux. Mais au moment où la personne meurt devant nous, c'est dur. C'est extrêmement dur. C'est très dur. C'est très dur, absolument. Est-ce que je veux aussi dire, pour rebondir sur quelque chose qu'a dit le professeur Archer quand il a parlé de la maturité des enfants, si certains d'entre vous suivent le télévis, et si vous vous souvenez du petit bichon, eh bien, la maturité de ce gosse, qui n'a pas eu l'euthanasie, hein, ne parle que de la maturité. Donc, ce que nous avons mis dans la loi, les faits de discernement, mais il savait très bien, il ne demandait pas l'euthanasie, mais il parlait comme un adulte. Hein, parce que malheureusement, il avait sa leucémie, sa rechute de leucémie, il avait ses chimios, etc. C'était très dur. Le discours tenu par le petit bichon était inoubliable. Inoubliable. Et c'est pour ça que un enfant qui est concerné, et puis qui, je dis, à un moment donné devient adolescent, parce que c'est pas à l'âge de 4 ans qu'ils vont demander à être endormis. Mais quand là-bas, au bout de quelques années, quand
Oui, monsieur. Est-ce que la personne qui prend la décision, en dernier lieu, dispose d'outils suffisants pour apprécier le cas d'une souffrance purement morale chez un adulte, par exemple? Mais écoutez, d'abord, il n'y a pas la personne qui prend la décision, c'est toujours un collège qui prend la décision. Ce n'est jamais un médecin seul. Il y a toujours, et surtout la souffrance morale, il y a eu des euthanasies, je vous ai dit, un peu moins de 1% en Belgique maintenant, pour raisons psychiques pures. Ce sont des cas qui sont suivis depuis au moins 20 ans en milieu psychiatrique. Et puis, ah oui, c'est pas tout d'un coup parce que vous avez dépression, hein. Ils sont suivis depuis 20 ans. Et c'est pas parce que vous êtes... Il faut voir aussi, il faut vraiment avoir une maladie. Parce que je vais vous donner un exemple. Il y a eu à un moment donné un débat au sujet d'une demande d'euthanasie pour raisons psychiques de la part d'un détenu en Flandre, j'ai oublié son nom, mais un détenu en Flandre qui ne supportait plus d'être incarcéré. Je peux comprendre que c'est dur d'être incarcéré, mais il était incarcéré parce qu'il avait commis des actes qui justifiaient qu'il soit incarcéré. Bon, il y a eu des débats, il y a eu des analyses, mais les psychiatres ont dit il souffre de l'incarcération, mais psychiquement, il n'a pas une maladie mentale qui fait qu'il a une maladie incurable et pour laquelle il faut une maladie incurable et qui donne des troubles psychiques. Donc il avait des troubles psychiques de dépression à cause de son incarcération et pour ça il demandait l'euthanasie parce qu'il voulait mettre fin à son incarcération. Il ne l'a pas obtenu. Il ne l'a pas obtenu. Il ne rentrait pas dans les critères. Non, 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 tout ça est balisé de façon extrêmement sérieuse et heureusement. Heureusement. On a eu la chance d'habiter dans un pays où on peut en France. Ben oui. Et alors pour terminer, parce que je pense que là on a plus ou moins levé la séance, enfin moi je suis encore disponible, hein, mais en France ça bouge un peu parce qu'il y a notamment deux personnes du monde médiatique qui en parlent. Il y a d'abord eu Françoise Hardy, la chanteuse qui en a parlé, qui le réclame parce qu'elle a un cancer du larynx. Et je ne connais pas les détails, sauf que je suis au courant de plusieurs demandes d'euthanasie de sa part, mais qu'elle ne peut pas obtenir en France, mais elle n'a pas fait la démarche pour avoir un suicide médicalement assisté en Suisse. Mais bon. Et l'autre personne, là maintenant c'est, je dirais, plus dur, plus sérieux, etc., c'est Line Renaud. Et Line Renaud est la marraine de l'ADMD France, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et Line Renaud, qui a 91 ans, qui n'est pas malade, qui ne demande pas l'euthanasie, elle se bat pour que la France change la loi. Et elle fait pression auprès du président Macron. Elle a évidemment l'avantage sur nous que si elle téléphone à Macron, il la reçoit le lendemain. Donc on peut peut-être espérer que ça change. J'ai eu un contact avec son impresario qui m'a téléphoné la semaine dernière. On verra, moi je suis disponible si elle le souhaite. Je lui ai envoyé mon petit livre. Donc je n'ai pas dit que ça, enfin, on ne sait jamais. Mais elle, pour l'instant, elle a décidé de mettre toute son énergie pour que la loi change en France. Et c'est pas pour elle, parce qu'elle n'est pas malade. Ce qui est encore plus important, si je puis dire, parce qu'elle est parfaitement saine d'esprit, tout en ayant 91 ans, mais elle vient de sortir un film avec Danny Boone. Hein. Et donc, espérons que la France nous suive. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous passe la parole. Je vous remercie d'abord à tous les deux pour la conférence. Et si vous souhaitez acheter le livre, monsieur est au stand 9 pour les dédicaces.
vous descendez, c'est très facile d'accès, ils seront là tous les deux. Très Je vais bien. vous y conduire. Ça, Vous vous ne allez devez pas conduire aussi. juger. Ben oui, non, parce que vous pouvez. Ça, il est dans les filles.